Moi, ça me dérange absolument pas de m'appeler Dorothée. Dorothée en grec. En grec, ça veut dire cadeau de Dieu. Donc, puisque la tragédie est noire, le chagrin l'est aussi, ainsi que la mort. Et parce que le massacre a également été commis par des hommes vêtus de noir, cet événement doit être relaté en noir. C'est ainsi que le journaliste et militant Kadr ad-Domali présente le génocide yézidi dans son livre La peste noire. Il recense l'histoire de dizaines de yézidis ayant survécu au génocide de Sinjar en 2014. Ces yézidis, cette petite communauté de quelques 500 000 personnes en Irak, sont les croyants d'un culte dont le calendrier remonte à 4750 ans avant Jésus-Christ. Notre ami Dr Mirza nous a expliqué un peu plus, mais je voudrais simplement vous dire que c'est un culte monothéiste le plus ancien répertorié au Proche-Orient et au Moyen-Orient, et que l'organisation de l'État islamique a voulu le détruire. Et le mot détruire est très important, d'une façon brutale et systématique. En 2 jours, le 2 et le 3 août 2014, les troupes de l'État islamique lancent subitement une offensive contre le Kurdistan irakien et contre Sinjar, région occupée à 70% de yézidis. Les Peshmerga n'opposent guère de résistance, ils abandonnent la ville et se replient dans les zones montagneuses. Le premier jour, quelques 250 hommes yézidis tentent de résister, mais ils ont été rapidement capturés, exécutés et enterrés dans des fosses communes. Et malheureusement, en discutant avec mon ami Dr Mirza, il me dit qu'il y a 2 jours, il y a une fosse commune qui a été découverte. Il y a 81 fosses communes qui ont été découvertes dans le pays, et il y a eu l'enterrement de 40 cadavres qui ont été reconnus dans le pays. Donc, il y a eu à peu près dans ce massacre une dizaine de milliers de personnes qui ont perdu la vie. Devant la rapidité des massacres, la communauté internationale est restée impuissante. Le monde entier était sous le choc des images des morts, des réfugiés, et qui racontaient l'ampleur du massacre. Plusieurs questions se posent. Que faut-il faire dans une situation d'urgence? C'est la question de notre table ronde aujourd'hui. Faut-il laisser le peuple mourir en regardant de loin et en disant « nous sommes impuissants, on ne peut rien faire », il ne faut pas toucher à la souveraineté d'un pays. Ou bien, la souveraineté reste quelque chose qui est marqué dans la Charte des Nations Unies et ça reste une affaire interne de chaque pays. C'est ce que mes 2 collègues de la table ronde vont discuter aujourd'hui, mais je tiens à dire que malheureusement, on devait avoir une 3e personne. C'est M. Ahmad Chingali, qui, pour des raisons personnelles, n'est pas présent aujourd'hui, mais il a insisté à faire un geste envers notre colloque. Il m'a envoyé son discours en arabe, je l'ai traduit en français, donc je vous prie de me pardonner parce que je ne suis pas un vrai traducteur, j'ai fait ce que j'ai pu faire, mais également il nous a envoyé des photos. Ce sont des photos qu'il a pris lui-même le jour où il s'est rendu à Sinjar. Il y a un droit d'auteur sur ces photos et il est en train de préparer un livre sur le génocide et sur son intervention. Je tiens à remercier M. Chingali, je ne sais pas s'il peut nous voir maintenant par Zoom, et je lis ce qu'il nous a envoyé, le mot qu'il voulait dire devant nous.
L'organisation État islamique a attaqué la ville de Sinjar le 3 août 2014, déplaçant la majorité des habitants de la région, en particulier les yézidis. Je ne souhaite pas axer mon discours aux crimes que ces terroristes ont commis à l'encontre des yézidis, mais je peux vous assurer qu'ils ont commis le génocide le plus odieux de notre ère, tuant, enlevant, pillant et déportant une majorité de la population locale, principalement des yézidis. Mon discours portera sur un récit chronologique de l'invasion des premiers jours et les attentes du peuple yézidi de la part de la communauté internationale. Au moment de cette invasion, près de 150 000 yézidis ont trouvé refuge au mont Sinjar. Et c'est grâce à l'intervention des unités de protection du peuple kurde, ce qu'on appelle en France les YPG, c'est une milice pro-kurde de Syrie, que ces personnes ont pu prendre la fuite. Ils ont fui dans la peur vers la Syrie, la Turquie et la région du Kurdistan d'Irak. Mais 10 000 yézidis environ ont refusé de quitter leur terre. Ils ont insisté à rester sur le mont Sinjar pour combattre les terroristes. Ils se sont réfugiés dans la montagne avec des armes légères, sans nourriture et sans eau. Et ils ont réussi à résister pendant 5 mois, empêchant ainsi l'État islamique d'envahir complètement le mont Sinjar. L'État islamique avait encerclé cette montagne des 4 côtés. L'intervention des unités de protection du peuple kurde a permis de créer un couloir de sécurité pour évacuer les réfugiés. Et le premier jour a été marqué par la chute de plus de 25 martyrs des Kurdes jusqu'à ce qu'ils atteignent le mont Sinjar. Grâce à ce couloir, plus de 140 000 yézidis ont pu être évacués. Ils ont été conduits sous protection des combattants kurdes vers le nord-est de la Syrie et vers d'autres zones sécurisées. À partir de là, ceux qui voulaient rester en Irak sont restés et ceux qui voulaient atteindre la région du Kurdistan d'Irak ont pu partir. En tant que yézidi et défendeur des droits de l'homme, j'aurais espéré voir une intervention rapide de la communauté internationale et plus spécialement de la coalition internationale pour arrêter ce génocide. Or, je peux vous assurer que ces derniers sont restés spectateurs pendant les premiers jours du génocide, alors que des petites milices, mal organisées et mal équipées, ont pu mener une opération de sauvetage et d'évacuation des assiégés. Il est important de souligner que sans l'intervention des unités du peuple kurde, le nombre de victimes yézidis aurait été 150 000 victimes au lieu des 10 000, chiffre retenu à ce jour. Le rôle de ces unités armées ne s'est pas limité au sauvetage du peuple yézidi, mais ils sont restés à côté de ceux qui ont décidé de porter les armes et d'affronter les terroristes dans les montagnes. Ils leur ont appris à utiliser les armes et à faire des points de garde et à défendre leur position, car la plupart d'entre eux étaient des bergers, des enseignants, des ingénieurs et des employés qui n'avaient jamais utilisé des armes de leur vie. 10 jours après le début du massacre, j'étais le premier journaliste yézidi à atteindre le mont Shingal. J'ai emprunté ce même couloir sécurisé à partir du nord-est de la Syrie. Quand je suis arrivé sur place, il y avait déjà plus de 10 groupes armés yézidis qui se sont formés dans l'urgence pour défendre la montagne et les villages, les sanctuaires et les familles. Ils affrontaient l'État islamique avec beaucoup de courage et très peu de moyens. Le premier groupe de défense s'appelait Rojava. Puis après, il y a eu les unités de résistance de Shingal,
et les forces de protection de Shingal, qui se sont constituées dans le sanctuaire de Sharaf ad-Din. Ces forces qui se sont formées, malgré leurs divergences politiques, avaient un seul but, défendre les réfugiés yézidis et ne pas permettre aux terroristes d'entrer dans la montagne assiégée des quatre côtés. Quelques jours après mon arrivée, l'État islamique a pu malheureusement contrôler ce couloir sécurisé et couper le seul débouché au mont Sinjar, après une opération militaire de grande ampleur. Rien ne restait aux assiégés que le ciel et un groupe d'hélicoptères de l'armée irakienne qui transportaient les patients, les personnes âgées et la nourriture aux assiégés. C'était le seul moyen de transport et de communication avec le monde extérieur pour les résistants qui sont restés sur place. En octobre 2014, soit 2 mois après le début du génocide, la résistance face à Daesh a su montrer son efficacité. Malgré de nombreuses et violentes attaques de l'État islamique, cette résistance a pu les repousser de tous les côtés. Avec la baisse de la température du mois de novembre, la situation à la montagne est devenue de plus en plus tragique. 30 enfants sont morts à cause du froid et du manque de nourriture. Plus de 20 femmes ont perdu la vue pendant l'accouchement en raison du manque de soins et de médecins. J'étais témoin de cette situation dramatique et j'ai pu transmettre cette image au monde entier et alerter l'opinion publique. Les attaques de l'État islamique sur la montagne se sont multipliées de tous les côtés, mais la résistance a su s'affirmer. Les combats les plus importants ont été ceux pour libérer les complexes de Dola et de Bork en novembre 2014 par la force de protection de Shingal. J'étais le premier journaliste à pénétrer dans ces complexes et j'ai pu constater comment les terroristes de l'État islamique avaient tout détruit avant leur repli. La bataille la plus violente a été engagée pour libérer le village montagneux de Bari. Cette bataille a duré pendant 3 jours et 3 nuits sans arrêt. J'ai pu assister à la libération de ce village et témoigner de l'ampleur de la destruction. Ces batailles étaient les premiers combats victorieux contre l'organisation de l'État islamique, malgré la précarité des moyens donnés aux résistants. Comme nous l'avons signalé plus haut, à partir du mois de novembre 2014, la situation s'est aggravée avec un froid intense et des tentes vétustes sans carburant, sans feu, sans nourriture, sans médicaments, et le monde entier regardait toujours impuissant devant l'ampleur de cette guerre. Le 25 novembre 2014, le district de Sinoun a été libéré sans la moindre résistance de l'État islamique. Ainsi, le siège a été levé et la route principale a été réouverte. Les familles ont pu atteindre la région du Kurdistan et le danger pour les habitants de la montagne a pris fin. Cependant, l'État islamique restait dans le chef-lieu du district et au sud de la montagne. On peut dire que la moitié de Sinjar était toujours sous leur contrôle. Le Parti des travailleurs du Kurdistan et le groupe yézidi ont attaqué le centre-ville dans une vaste opération sans une réelle coordination entre eux et avec les autres alliés. Après une semaine entière de combats et d'affrontements, ils ont échoué à libérer la ville de Sinjar. Et par une décision incompréhensible des yézidis, la coalition internationale a alors ordonné à toutes les factions de rejoindre leur position d'origine et d'arrêter les combats. Cette situation a duré plus d'1 année, période pendant laquelle les combats et attaques aériennes étaient réguliers dans la région de Shingal. Ces combats ont entraîné la mort de plusieurs centaines de yézidis et il y a eu également un grand nombre de blessés. 80% du chef-lieu du district de Shingal a été complètement détruit. L'estimation pour la reconstruction de ce district
s'élevait selon les estimations officielles à plus de 10 milliards de dollars. Finalement, ce n'est que le 13 novembre 2015 que les troupes des résistants ont pu reprendre le chef-lieu du district de Shingal après des combats et une faible résistance de la part des terroristes de l'État islamique. Aujourd'hui, 7 ans après l'occupation de Sinjar par Daesh, le sort de cette ville reste toujours incertain. Le gouvernement irakien, après avoir pris le contrôle de la région en 2017, en chassant les Peshmerga et les partis kurdes de la région, ne peut gouverner Shingal dans son intégralité, et cela pour plusieurs raisons. La première, l'aviation turque qui bombarde de temps en temps les zones de Sinjar en raison de la présence des combattants du PKK. Deuxième point, presque la majorité des habitants de Sinjar sont toujours déplacés dans des camps de réfugiés. Troisième point, le gouvernement de la province de Kurdistan utilise les réfugiés comme monnaie d'échange pour partager la gestion administrative de Sinjar avec le gouvernement central. La communauté internationale est restée impuissante devant le génocide des Yézidis. Il n'a pas su gérer la situation dans l'urgence et plus de 10 000 Yézidis ont trouvé la mort. Près de 3 000 Yézidis, femmes, jeunes filles ou adolescentes, sont toujours portés disparus. 7 ans après ce génocide, la situation reste dramatique. Les villages ne sont pas reconstruits et plus de 350 000 personnes demeurent dans des camps de réfugiés. Les enfants nés des viols ne sont pas intégrés et ceux qui furent embrigadés rejettent leur famille. Le peuple yézidi continue à souffrir et j'ose dire que l'après-guerre est aussi violent que la guerre elle-même. Après ce rapide historique de la guerre contre les Yézidis et le génocide que ce peuple a subi, plusieurs questions se posent. Est-ce que la communauté internationale a su gérer cette situation d'urgence? Devrait-elle intervenir plus tôt? Ou bien devrait-elle attendre les autorisations et les accords de l'État irakien qui étaient soit absents, soit impuissants? Devrait-elle attendre une décision de l'Organisation des Nations Unies pendant que le peuple yézidi subissait impuissant, le pire génocide de son histoire? Les pays voisins et les forces régionales devraient-elles intervenir sans attendre une quelconque autorisation? La réponse qui vous sera donnée est la réponse d'un citoyen yézidi, traumatisé par l'ampleur de ce qu'il a vu. Il a assisté au combat et a été témoin du génocide. Ma réponse est bien sûr que oui. La communauté internationale devait intervenir rapidement et la coalition internationale qui était présente sur place devait intervenir en urgence pour imposer une zone de protection, une safe zone. En situation d'urgence, la coalition internationale devait envoyer les hélicoptères et les avions pour larguer du ciel des aides humanitaires. Elle devait fixer en urgence le périmètre de cette zone de sécurité et bombarder chaque tentative d'intrusion. Pour conclure, je peux vous confirmer que ne pas apporter de l'aide en urgence à une population, une ethnie ou une religion victime d'un génocide, soit-elle une aide humanitaire ou une aide militaire pour assurer sa protection, c'est ouvrir la porte à d'autres génocides et à d'autres crimes contre l'humanité. Laisser sans soutien les Yézidis, communauté religieuse qui a souffert de 74 génocides dans son histoire, c'est laisser la possibilité à l'État islamique ou à d'autres groupes intégristes de revenir et commettre le 74e
génocide. Merci. Donc je reviens maintenant en modérateur et je souhaite donner la parole à monsieur le professeur Mokaddem. Monsieur le professeur Mokaddem, il est très connu. J'ai fait des recherches sur Internet, monsieur le professeur, et j'ai trouvé un CV très long. Donc si je cite tout, je pense qu'on va passer toute la journée. C'est pour cela que j'ai choisi, pour présenter le professeur Mokaddem, quelques points de son CV synthétisés. Donc, professeur de philosophie, professeur agrégé, psychopédagogue et formateur, membre du Centre national scientifique du Brésil, membre du groupe Société, Religion, Laïcité de l'EPHE Paris 1 Sorbonne, membre de l'IRDEF à l'Université de Montpellier, conseiller spécial du président de Niger, expert technique international auprès du ministère des Affaires européennes et étrangères. Le professeur Mokaddem a écrit plusieurs livres. Je cite à titre d'exemple Les songes d'un ange en exil, Éduqué avec Platon, Foucault, une vie philosophique, et le dernier, Socrate est amoureux, qui n'est pas le dernier en date, mais le dernier sur ma liste. Il a écrit plusieurs articles. Monsieur le professeur, je vous donne la parole. Merci. Je vais tâcher. Est-ce que vous m'entendez? Je remercie la faculté de droit qui nous accueille. Je remercie Maître Farage pour son hospitalité intellectuelle et sa sensibilité juridico-politique. Je remercie les membres de l'Institut des droits de l'homme. Je remercie toutes les autorités, bâtonniers, professeurs, etc., qui nous permettent aujourd'hui de penser, d'échanger sur des phénomènes qui relèvent à la fois du droit des nations, comme aurait dit Grotius, de la souveraineté, pour reprendre ce concept romain et développé par Jean Bodin au XVIe siècle, et en même temps qui relève du droit international et qui pose un certain nombre de questions qui relèvent à la fois du droit au sens positif du terme, c'est-à-dire de ce qui est normatif ou pas, et de l'éthique. Et je voudrais, avec vous, en tant que philosophe, pointer quelques tensions et rappeler, avant de rentrer dans le vif du sujet, que les questions que vous soulevez sur le génocide, sur le droit des minorités, qu'elles soient religieuses, ethniques, etc., posent éminemment la question aporétique, c'est-à-dire qui trouve des réponses difficiles, non établies, on pourrait dire presque jurisprudentielles, sur la question de l'individu face aux puissances d'État et le recours à une normativité qui est extra-étatique. Nous allons en parler tout à l'heure. Hegel disait cela comme ça, un philosophe allemand du 19e siècle, qui a écrit en 1821 un ouvrage qui s'appelle Les principes de la philosophie du droit, dans lequel il voit le tumulte qui se passe en Europe et rétablit la forme du droit objectif en disant qu'il faut préserver, et c'est là le christianisme pour lui a posé cela, ce qu'il appelle la libre subjectivité infinie, tout en sachant que l'individu seul face à la force n'est qu'une belle âme impuissante, et que l'individu qui est dans l'État au service de quelque chose qui est plus fort que l'État est une conscience déchirée entre ce qu'il sait, ce qu'il peut, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. On reviendra sur ces tensions entre individus et communauté, entre minorité et majorité, entre droit privé et droit international, pour se poser la question de savoir s'il n'y a pas un droit supranational, souverain, qui après tout est à l'origine de la Charte des droits de l'homme et de la fondation de l'ONU. Convenons d'abord de quelques petits faits. C'est que le droit est souverain et il est régulier quand il y a une préservation sur un territoire d'un droit. Je parlais tout à l'heure des droits des gens, c'était le terme qu'on utilisait, c'est le terme qu'on
juristes le savent, de Pufendorf, Grotius, des justes naturalistes, on parlait des droits des peuples, et dans les droits des peuples, bien évidemment, on ne parlait pas des minorités, parce que avant le droit rationnel positif du XVIIIe et du XIXe, le droit était fait par le prince au sens juridique du terme, et donc les minorités appartenaient au prince par État. N'oublions pas que dans le droit des minorités, les juristes entendent aussi bien les peuples que les personnes en situation de handicap, que les enfants, et que les femmes sur certains areas, mais ça pose un vrai problème de fond, hein, parce que les femmes sont une minorité, vous voyez, c'est intéressant du point de vue de la loi, et puis de la définition de ce que c'est qu'une majorité en termes de droit, surtout ça. Eh bien, parce que ce qui va, la question qui a été soulevée par le texte touchant qu'on vient d'entendre, c'est la question du droit d'ingérence. Qu'il faudra donc interroger, est-ce qu'il existe un droit d'ingérence, s'il n'y a pas un abus de langage quand on parle de droit d'ingérence, on va revenir sur toutes ces questions qui me semblent importantes. Pour l'instant, revenons à la souveraineté. On peut considérer d'une certaine manière que si on se place du point de vue simplement objectif, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire, mais on peut considérer que, et je vais me faire un peu l'avocat du diable, que souvent les minorités ont été utilisées comme alibi politique afin justement de s'introduire dans la politique intérieure et dans les affaires intérieures d'un pays. Pour mémoire, je voudrais simplement vous donner 2 dates, et je ne serai pas factuel, je n'empiéterai pas sur le terrain de l'histoire ni sur le terrain de la facticité, mais en juillet 1849, le droit des minorités a été reconnu par le Parlement révolutionnaire de Hongrie. Intéressant, tout ça. Et qu'en 1867, c'est l'Autriche, le premier pays, à intégrer dans son droit le droit des minorités. Quand on sait ce qu'il adviendra après l'Anschluss de la question des minorités dans le régime hitlérien, ça pose des questions très intéressantes de savoir que, au nom de la minorité, on peut s'appuyer sur elle pour produire, d'une certaine manière, quelque chose qui n'a rien à voir avec les minorités. On vient de mentionner le problème kurde, le problème yézidi. On voit à quel point, parce que je rappelle quand même, à cette auguste assemblée, je rappelle quand même que la Turquie est membre de l'OTAN. Que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est-à-dire que quand on dit l'Occident, ça s'arrête où l'Occident? Et que la Turquie, somme toute, produit actuellement, suite par exemple à la découpe géographique qui est faite dans le bassin méditerranéen, rappelez-vous les événements de cet été concernant le découpage territorial avec la Grèce, mais aussi en Libye, car la Libye, où est la Libye? Il y a des élections qui doivent se tenir le 24 décembre, veille de Noël, qui à mon avis seront très problématiques, mais la Turquie est engagée dans le processus libyen, parce qu'après tout, le mandat de l'ONU qui a consisté à bombarder la Libye protégeait quelle minorité? Vous voyez, il y a des tas de questions internationales sur lesquelles il faut être au clair, et bien évidemment, il ne s'agit pas pour moi d'indexer qui que ce soit ici, mais surtout de réfléchir. Donc il y a eu au niveau de l'éthique et de la protection des libertés, souvent une instrumentalisation idéologique pour s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État. La question des Ouïghours, par exemple, n'intéresse pas forcément, je vous l'assure, l'Union européenne. La question des musulmans ouïghours, elle rentre dans une problématique de politique internationale, de géostratégie, et on ne peut pas négliger cette géostratégie pour penser, malheureusement, les minorités. Je cite encore Hegel, de manière extrêmement, on dit qu'il est le fondateur de la réelle politique, mais Hegel dit, sur le champ de bataille, la pâquerette qui se fait écraser par la botte du soldat aura toujours tort. Il y a malheureusement des populations qui se trouvent sur le chemin de géants et par après cette irrationalité bestiale, lui donner un sens est extrêmement difficile, et nous allons voir que ces difficultés, il faut les juridiciser, les objectiver dans un discours de droit pour qu'elles ne soient pas une aspiration simplement sentimentale de belle âme ou
de conscience déchirée et qu'elle puisse s'inscrire dans une politique d'action fondée concrètement sur des droits objectifs permettant l'effectivité d'une action rationnelle par l'intermédiaire d'organisations politiques nationales, souveraines et internationales. Alors, première tension, c'est une tension dialectique entre la minorité et la majorité. Problème classique en droit, un problème classique que Rousseau avait déjà posé dans le contrat social. Qu'est-ce que la majorité, qu'est-ce que la minorité? Parce qu'après tout, vous pouvez être élu avec une minorité. Je fais référence à aucune allusion présidentielle en France. Vous pouvez être élu avec une minorité et être représentant de la majorité. Donc, qui définit la minorité? Comment définir la majorité? Un premier point de définition, de tension dialectique. Est-ce que le caractère positif juridique d'une majorité se détermine en termes d'arithmétique ou en termes de souveraineté? Autrement dit, en termes de principe, fondamentalement. Et effectivement, tout à l'heure, il y a un exercice qui consiste à comparer, professeur d'histoire, à comparer une constitution, qui est l'ordre du droit, avec le fait. Jamais, si vous prenez toutes les constitutions du monde entier, elles ne correspondent pas à la facticité empirique, parce qu'il y a toujours, entre le devoir-être, entre le sollen et l'être, il y a un hiatus. C'est pour ça que le droit est institué. Le droit est institué pour faire un décalage entre l'immanence empirique de la facticité et l'imposition axiologique d'une transcendance qui va juger de manière normative le fait. Et c'est ce décalage qui produit le droit. Le droit n'est pas le fait, par définition. Donc le droit n'est pas visible. Le droit, c'est une intention, c'est une volonté. D'ailleurs, il y a en ce moment, en droit objectif, il y a quelque chose sur le commun. Qu'est-ce qui est commun? À qui appartient l'air? À qui appartient l'eau? Etc. On voit que le droit, c'est pas la facticité. C'est pas le fait. Voilà, c'est pas le fait. C'est pour ça que nous pouvons ester en justice, parce que justement, on ne considère pas qu'un fait, un rapport de force, soit un rapport juridique. Donc, aucune constitution ne correspond à une réalité, sinon elle n'est pas une répétition de la facticité. Elle est un décalage qui montre justement symboliquement que l'être humain, c'est ça le sens de la déclaration des droits de l'homme, n'importe quelle déclaration, l'être humain appartient à un ordre juridique extratemporel, quelquefois même extra-géographique, c'est le sens du mot universel dans la déclaration, qui affirme une supériorité de l'idée sur le fait, une supériorité de la représentation morale ou de la représentation juridique sur le fait, c'est-à-dire, on va appeler ça une transcendance. Et d'ailleurs, je vous pose une question, mais c'est une question très sérieuse, mais vraiment très sérieuse. Pourquoi est-ce que les minorités sont toujours vouées à l'extermination? Je referme cette parenthèse, mais je la pose. Et je pense qu'elle vient du fait que la minorité, justement, elle témoigne pour quelque chose d'autre que la facticité. Je reprends le cours de mon analyse sur la tension dialectique entre souveraineté, etc. Donc il y a là une première caractérisation entre ce qu'on pourrait appeler une légitimité de type juridique, la loi, le licite, et une légitimité de type éthique. Après tout, dans le christianisme, par exemple, quand il est dit, comme ça, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est l'affirmation qu'il existe des temporalités, des juridictions qui ne sont pas les mêmes, et qui vont produire des tensions entre la papauté et l'Empire au Moyen-Âge, par exemple en Europe, et tensions qui ne sont pas terminées aujourd'hui. Je vais être gentil avec vous, je vais vous épargner quelque chose, je vais vous dire exactement ce que je pense sur la question. Je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est que le droit international, qui s'appuyait sur des États-nations, est en régression parce que la question de l'État n'est plus à l'ordre du jour dans les rapports historiques entre les grandes civilisations. Et si vous regardez bien ce qui se passe sur le monde, sur la planète, la mondialisation, vous avez des grands empires safavides, des grands empires turcs, des grands empires, etc., qui se reproduisent par-delà les États. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que les États vont pouvoir encore protéger les individus? Surtout à l'ère du numérique et de la mondialisation. C'est le cœur de ma question, en fait. Donc, cette tension, elle pose, d'une certaine manière, une vraie question, c'est la question
fondamentale qu'on pourrait apprécier comme cela. Est-ce que dans la vie du droit, il faut réhabiliter la supériorité de la jurisprudence, c'est-à-dire du droit de la vie, contre les systèmes juridiques positifs qui instituent des souverainetés et qui empêchent, d'une certaine manière, que l'on s'immisce dans la politique intérieure d'un pays, eu égard justement à la souveraineté des nations. Je vous pose un cas précis, là, parce que moi ça m'intéresse d'en discuter aussi avec vous. Regardez ce qui s'est passé sur la question des migrants entre l'Angleterre et la France. Il y a quand même eu 27 personnes qui sont décédées. Là, on ne peut pas dire qu'elles étaient incognito. Elles étaient sur le territoire français, à Calais. Les Français ont téléphoné aux Anglais en leur disant, ben voilà, les gens passent. Et puis les Anglais ont dit, ben non, vous vous occupez de vos migrants. Donc les deux pays étaient au courant. Et les 27 migrants, comme ils étaient illégaux, illicites, n'ont été protégés par aucun pays. Je vous signale qu'en termes de droit, ça pose problème. Qu'est-ce qui est supérieur? Le droit des nations, le droit de souveraineté, c'est-à-dire l'appartenance civique à une légitimité d'identité juridique, ou les droits dits de l'homme. Parce que si c'est le cas, les deux pays doivent passer devant la Cour internationale de justice pour non-assistance à personne en danger. Il y a un vrai cas et donc on peut déjà répondre à cette question sur les minorités, qu'elles relèvent d'une juridiction qui est supranationale. Mais qui représentera ces minorités? C'est la question qui est posée par le texte très touchant que Maître Farage vient de nous lire. Alors on peut le dire de la façon suivante. Tout à l'heure, le professeur de philosophie a cité Kant sans le citer, quand il parlait de considérer l'individu comme une fin, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. C'est ce que Kant appelle la maxime de l'impératif catégorique, qui consiste à dire que quel que soit le coût de l'action, il faut tenir sur l'idée morale et ne pas combiner avec les faits pour avoir ce qu'il appelle des impératifs conditionnels ou hypothétiques. C'est-à-dire que je dois toujours dire la vérité, quel que soit le coût que je dois payer, parce que la fin prévaut sur les moyens. C'est-à-dire une position que Hegel dira une position de belle âme, parce que dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vie, on ne peut pas toujours tenir sur les positions de vérité. Quelqu'un est poursuivi par des criminels, vous l'hébergez chez vous, il vous pose la question, où est le criminel? Si vous dites toujours la vérité, vous dites, il est sous mon lit. C'est ça la position kantienne. La position kantienne est une position intenable. C'est pour ça que Sartre dira que Kant n'a pas de main. C'est celui qui n'agit pas qui peut. Mais rendons à Kant ce qu'il voulait dire, parce que Kant n'a jamais dit qu'il fallait. Il dit si, als ob, si une action est morale, voilà comment elle doit être. Et il rajoute, peut-être qu'il n'y a pas eu une seule action morale dans toute l'histoire de l'humanité, mais moi je pose l'axiome que si, etc. Donc du point de vue du droit, nous savons exactement comment faire, nous savons qu'il faut protéger les individus, nous savons qu'il ne faut pas tuer, c'est un principe quand même fondamental de l'humanité, on pourrait dire au-delà même de tous les principes, le principe de tous les principes, le principe lévinassien de l'éthique, tu ne tueras point, voilà. Mais nous le savons, mais en même temps, ça se pratique tous les jours. Donc ça pose la question, si vous voulez, de la définition de la vie. Et là, on se rend compte que la définition de la vie, surtout aujourd'hui, un philosophe très important qui s'appelle Giorgio Agamben, très influencé par la philosophie de Michel Foucault, Giorgio Agamben, qui a distingué entre la vie nue, ce qu'il appelle la vie nue, la vie qui, dans les camps de concentration, il dit voilà, les nazis ont réduit l'être humain à la vie nue, la satisfaction biologique. Voilà, et ce qui prend le terme de zoé, zoon, en grec, qui veut dire la vie, mais la vie, c'est dispositif physiologique, satisfaction des besoins, etc., de la vie humanisée, qu'on appelle le bios, où la vie elle-même, elle est prise dans des systèmes symboliques, dans des systèmes de droit, dans des systèmes moraux, dans des systèmes esthétiques, etc., qui fait que l'animal humain, il est humanisé, et pas simplement hominisé, quand il passe par ces systèmes symboliques. Et le droit en est un. Donc, une autre tension entre, est-ce qu'on peut réduire l'être humain, est-ce qu'on peut réduire l'humain à la vie nue, comme c'est le cas quand il subit des oppressions dans la communauté, etc. Et est-ce que, d'une certaine manière, cette définition anthropologique de l'humain fait qu'à un moment donné, ça c'est une vraie question, les minorités, à force d'être dans la victimation minoritaire,
ne déchoit pas de la vie pour devenir vie nue, au sens de Agamben, c'est-à-dire dénué de toute protection juridique. Ça, c'est le risque. C'est le risque. C'est la parabole du Christ. Hein. Le Christ dit, bah oui, moi je ne vous appartiens pas. Consul dit, bah oui, tu ne m'appartiens pas, moi je m'en lave les mains, qu'est-ce que vous voulez en faire de lui? Qu'est-ce qu'on fait des minorités? Parce que si vous n'affirmez pas un droit positif, qui l'affirmera pour vous? C'est la question de l'institutionnalisation du droit, l'institutionnalisation des minorités. Alors nous verrons un peu plus loin que ça a été inscrit dans la charte de l'ONU, mais très tardivement, hein, droit des minorités, etc. Autre tension, hein, une petite tension, si je prends par exemple la question des minorités, entre parenthèses, par exemple les minorités communautaires, comme les Basques, les Catalans, ou d'autres minorités, les minorités berbères en Afrique du Nord, etc. On s'aperçoit qu'il y a des pays, la France ne reconnaît pas, par exemple, les minorités. Il y a 3 pays qui ne la reconnaissent pas, la Turquie, entre autres aussi, parce que, dans une histoire du droit, on considère qu'il faut des pouvoirs souverains forts pour protéger les minorités. Ça a été le cas de la laïcité en France, par exemple. La laïcité est devenue constitutionnelle au XIXe siècle. Je ne vais pas vous faire un cours sur la laïcité, hein, sur Aristide Bruand, Combes, etc., jusqu'à la loi de 1905, mais sachez qu'elle avait pour fonction de protéger ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, il fallait un pouvoir souverain fort, c'est ça le paradoxe, pour protéger les minorités. Donc, l'affirmation minoritaire peut faire exploser le droit sous forme de droit parcellaire. C'était le risque, c'est pour ça qu'on ne voulait pas faire attention à l'irrédentisme basque, catalan, etc. Hein. En Espagne, ça a été flagrant avec les communautés autonomes. Et puis en même temps, s'il n'y a pas véritablement cette possibilité d'une reconnaissance d'un droit souverain, comment protéger les droits minoritaires? Ça, c'est le deuxième paradoxe. Alors donc, si vous voulez, je vais faire court. On peut argumenter de la façon suivante, en s'appuyant sur c'est-à-dire qu'une force qui s'exerce uniquement sans reconnaissance du droit, on sait qu'elle est injuste, ce que disait Pascal. La force sans le droit est injuste. Mais on sait aussi que le droit sans la force, pour reprendre Mazière, il est complètement, il est impuissant. Il est dans la position de la belle âme. Donc, se pose la question là, et c'est à ce moment-là qu'est apparu dans les années 70, notamment avec la guerre du Biafra et autres, etc., la question du droit d'ingérence. Protéger les minorités par le droit pourrait-il se faire par la formulation d'un droit d'ingérence? Il se trouve que, malheureusement, le droit d'ingérence, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les instrumentalisés, il n'est pas reconnu au niveau international. Il n'est pas reconnu. Pour qu'il y ait un droit d'exercer, il faut qu'il y ait, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, actuellement d'ailleurs la présidence en est au Niger, il faut que le Conseil de sécurité de l'ONU décide à la majorité. Vous savez qu'un pays, en mettant son veto, empêche cette décision, mais sinon il ne peut pas y avoir un droit unilatéral d'ingérence. Sinon il y a une agression perpétuelle et on rentre dans ce que Kant appelait justement le conflit des nations, hein, le conflit international des nations. Donc comment faire que ce droit d'ingérence, c'est-à-dire la protection des minorités agressées par des pouvoirs tyranniques, soit véritablement reconnu d'un point de vue objectif? Eh bien, je pense que là, si vous voulez, là je fais une proposition, je ne veux pas rester simplement, je fais une proposition. Je pense qu'il est important, il est urgent qu'existe aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'exercice d'un droit réfléchissant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un droit réfléchissant? Je vais considérer que Kant détermine ce qu'il appelle le jugement déterminant et le jugement réfléchissant. Un jugement déterminant, si je dis, par exemple, Maître Lamine Farage est un bel homme. Voilà. C'est un jugement déterminant, on peut constater cela. Il y a un sujet avec des attributs. Voilà. Donc ça, c'est déterminant. La bouteille est un bouchon rouge. C'est-à-dire que dans le prédicat, je tire le prédicat du sujet. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle une proposition analytique. Mais si je dis cette Maître Farage est beau, c'est pas un bel homme, mais beau, je suis déjà dans l'idée. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai le concept de l'idée du beau que je lui applique à lui.
Donc il faut que je réfléchisse au concept que je n'ai pas sur une expérience que j'ai. Dans le jugement déterminant, j'ai le concept et je fais simplement une comparaison entre le fait et le concept. Dans le jugement réfléchissant, j'ai le fait mais je n'ai pas le concept. Donc il faut que je produise le concept. Eh bien je crois que pour protéger les minorités, il faut à chaque fois qu'il y ait des jugements réfléchissants. C'est-à-dire par exemple dans le cas de l'Arménie, on a vu, ça a été très bien développé par le professeur d'histoire, je remercie pour sa précision, etc. Il a mis en corrélation analytique et dialectique des mémoires, des faits, etc. Donc il faut étayer l'intervention sur du savoir historique, sur du droit, etc. Et non pas sur des émotions. On voit très bien que d'une certaine manière, la compréhension situationnelle, dialectique, de la complexité des relations, qui relèvent de la géostratégie, qui relèvent des rapports de force, nécessite aujourd'hui le recours à des jugements réfléchissants. Et donc, pour finir mon intervention, je dirais que le droit d'ingérence pour protéger, par exemple, les minorités religieuses, pour qu'il soit ni injuste ni impuissant, doit faire en sorte que le droit aujourd'hui, le droit international, reconnaisse la souveraineté, mais reconnaisse un type de souveraineté qui soit une souveraineté inclusive à l'intérieur d'une plus grande une supranationalité souveraine, la Charte des Nations Unies suffit, mais avec un exercice appliqué de jugement réfléchissant, c'est-à-dire une cour de justice qui soit pas simplement délibérative, mais qui soit exécutive. Et on le voit par exemple au Sahel aujourd'hui, parce qu'on assiste à quelque chose d'assez extraordinaire. Vous avez des minorités aujourd'hui qui sont agressées, mais des minorités minorité au Mali, minorité au Niger, minorité au Burkina Faso, minorité, etc. Et je parle de la minorité Peul. Quand vous regardez, ça s'appelle le Massina, ça forme une majorité. Donc le risque que nous avons, c'est de passer par-dessus une figure juridico-administrative comme le fut celle de l'État, comme l'est celle de l'État, au profit de décisions qui sont faites de manière émotionnelle et généralement par des organes qui sont puissants, qui peuvent distribuer des armes, du capital, de l'idéologie, mais qui ne sont pas sous un contrôle qu'on pourrait appeler républicain. Et donc toute la question et de l'aporie du droit des minorités, c'est qu'il faut qu'elle s'appuie sur une définition presque civilisationnelle et juridique de l'humanité, qui ne soit pas simplement une définition normative au sens de quelle scène, mais qui soit une définition réfléchissante. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée. Je vous remercie pour cette belle analyse, monsieur le professeur, et cette belle proposition. Et je pense que cette proposition pourra être débattue dans l'après-midi pour voir comment on peut la développer. Mais maintenant, on passe à ma chère consoeur, Dorothée Lefrappeur du LN, avocate au barreau de Montpellier depuis plus de, je ne veux pas dire, d'un certain temps. Je suis stagiaire. Qui a d'abord travaillé à la Commission internationale des juristes à Genève et qui a acquis une grande expérience en droit pénal international lors de son travail au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et vous êtes spécialisé dans le domaine des droits de l'homme et vous avez participé à plusieurs missions d'évaluation de la situation des droits de l'homme et du fonctionnement de la justice dans divers pays d'Europe et d'Afrique. Actuellement, vous êtes nommé depuis le 8 juin 2018 chef, et vous insistez sur le fait 2FE, chef du bureau de la défense du tribunal spécial pour le Liban par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Je vous donne la parole, ma chère consoeur, et merci d'être venue de loin pour assister à ce colloque. Merci beaucoup, Amine. C'est surtout à moi de vous remercier de m'avoir invité et de m'avoir permis et de me permettre d'être à la maison. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir également de voir beaucoup de têtes connues. Donc merci beaucoup l'Institut des droits de l'homme du barreau de Montpellier. Merci le barreau de Montpellier. Merci également à la faculté de droit de nous accueillir sur ces bancs. J'ai également fait mes études de droit.
Et merci également d'avoir le partenariat avec l'association Offre Joie France et avec voilà, monsieur le bâtonnier Calaf ici présent et son coéquipier Joe Karam qui nous fait également le plaisir d'être parmi nous. Alors, le thème est bien sûr, quand vous voyez mon titre, c'est complètement ma spécialité. Donc, je vous demande beaucoup d'indulgence sur les propos que je vais vous tenir aujourd'hui. Action d'urgence, je rebondirai en vous disant que ce n'est quand même pas une des caractéristiques de la communauté internationale en général, en matière de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Protection effective, c'est ce que nous allons voir puisque il y a effectivement au niveau du droit international un ensemble de normes et procédures qui ont été adoptées et qui sont applicables pour la protection des droits des minorités. Alors, droits des minorités, d'abord, il va falloir peut-être définir ce qu'on entend par droits des minorités avant de voir quels sont les textes applicables au plan international pour assurer une protection effective de ces droits. Alors, c'est vrai que les minorités sont souvent les premières victimes des conflits armés et des conflits et des luttes internes dans les pays. Et il va sans dire que la situation des réfugiés ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et qui appartiennent à une minorité, essentiellement et souvent des femmes et des enfants, est particulièrement préoccupante. Alors, les minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques sont victimes de différentes formes de discrimination dans la jouissance de leurs droits fondamentaux dans leur pays. Mais comme je vous le disais, qu'est-ce qu'on entend par minorité au regard du droit international? Alors, il y a un texte fondateur qui est la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adopté par consensus par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47-135 le 18 décembre 1992 et qui se réfère en son article 1er aux minorités comme étant fondées sur leur identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique. Et cette déclaration dispose que les États doivent protéger leur existence. Alors, toutefois, c'est là où il y a un petit hic, il n'existe pas à l'heure actuelle de définition reconnue à l'échelon international qui permette de déterminer quels groupes constituent des minorités. Alors en 1977, le rapporteur spécial de la sous-commission de la lutte contre les mesures et de la protection des minorités, qui s'appelait Francesco Capotorti, avait tenté de proposer une définition qui est la suivante. Une minorité, c'est un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un État, en position non dominante, dont les membres, ressortissants de l'État, possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent, même de façon implicite, un sentiment de solidarité à l'effet de préserver leur culture, leur tradition, leur religion ou leur langue. Alors, le critère lié à la notion de nationalité de l'État ne fait pas l'unanimité et d'ailleurs n'a pas été retenu par une majorité d'États. C'est surtout le critère de position non dominante qui reste important. Alors, il est aujourd'hui accepté que l'existence d'une minorité est une question de fait et toute définition doit tenir compte à la fois de facteurs objectifs, par exemple l'existence d'une ethnicité, d'une langue ou d'une religion commune, et de facteurs subjectifs, idée finalement que les individus concernés s'identifient eux-mêmes comme membres d'une minorité. Alors, de cette définition, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la question des minorités, en octobre 2019, qui est actuellement un Canadien, Fernand de Varenne, a traité de cette nécessité d'établir une définition opérationnelle de la notion de minorité pour donner effet à son mandat. J'en reparlerai un peu plus tard.
Mais l'idée était de clarifier la signification de cette notion afin d'éviter des controverses, des contradictions au niveau des États, et de clarifier cette notion conformément au droit international. Alors c'est vrai que l'absence d'une interprétation commune de la notion de minorité fait obstacle souvent à la réalisation pleine et effective des droits des minorités. Le rapporteur spécial a donc décidé d'utiliser la conception que je vais vous énoncer pour finalement pouvoir mettre en œuvre son mandat en tant que rapporteur spécial de l'ONU. Alors, pour lui, une minorité ethnique, religieuse ou linguistique est tout groupe de personnes qui constituent moins de la moitié de la population sur l'ensemble du territoire d'un État et dont les membres ont des caractéristiques de culture, de religion ou de langue commune ou partagent plusieurs de ces caractéristiques. Une personne peut appartenir librement à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique sans aucune condition de citoyenneté, de résidence, de reconnaissance officielle ou de tout autre statut. Alors, de cette définition ressort l'idée qu'il convient d'appliquer le même traitement aux personnes non ressortissantes d'un État, donc ressortissantes et non ressortissantes d'un État, ce qui permet que certains droits des minorités ont été rendus applicables aux migrants qui partagent une identité ethnique, religieuse ou linguistique commune. Alors le principe de droit international coutumier de non-discrimination doit s'appliquer aux migrants dans ce cadre, et ce principe englobe, par exemple, le même accès aux migrants que le reste de la population à tous les services de l'État, que ce soit la santé, l'éducation, les droits économiques, sociaux et culturels. Alors comme monsieur Mokadem l'a rappelé, c'est vrai, la France est l'un des pays qui ne reconnaît pas cette notion de minorité sur son territoire, puisque tant l'article 1er de la Constitution de 1958 proclame que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Et l'article 2 rappelle que l'emblème national est le drapeau tricolore, l'hymne national la Marseillaise, et la devise de la République est liberté, égalité, fraternité, et son principe, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ce n'est pas anodin, puisque de cette absence de reconnaissance, on constate que les différents textes internationaux applicables pour les minorités souvent font l'objet de réserves de la part de la France sur tout ce qui concerne les minorités. Et j'y reviendrai. Et pour vous donner un exemple assez concret, très récemment, en 2020, il y a eu un débat sur l'élaboration en France de statistiques ethniques. Or, vous savez qu'en France, il est interdit de collecter des données en lien avec l'origine des personnes en vertu de la loi informatique et liberté de 1978, et qui dispose clairement en son article 6 qu'il est interdit de collecter ou traiter des données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. C'est censuré également au plan pénal par un article du Code pénal, l'article 226-19. Il y a bien entendu des exceptions qui sont visées au même article 6 et qui notamment prévoient que des exceptions peuvent être fondées si finalement la personne concernée donne son consentement express à ce type de statistiques, la protection d'une personne ou encore la défense de l'intérêt général. Alors, fort de cette définition qui n'en est pas une, un ensemble, comme je vous le disais, de textes internationaux ont été adoptés pour assurer une protection effective de ces droits des minorités. La protection de ces droits, ils ont évolué au fil des années et c'est souvent sous l'égide, bien sûr, des Nations Unies que les textes fondateurs et fondamentaux ont été adoptés. Alors j'en citerai les principaux qui reconnaissent et protègent les droits des minorités, des personnes appartenant à des minorités,
et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et son article 27 qui précise que dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer, de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. Et à ce sujet, donc, comme je vous le disais, le gouvernement français a émis une réserve sur cet article 27 en indiquant que cet article n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République, puisqu'il est contraire à la Constitution et notamment l'article 2. La déclaration donc, des droits appartenant à des minorités que je viens de citer de 1992, également le pacte international relatif aux droits civils, droits économiques, sociaux et culturels, son article 2, paragraphe 2, la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 30, et là également la France avait émis une réserve sur cet article, puisqu'elle estimait qu'il n'avait pas lieu de s'appliquer sur le territoire de la République, étant contraire à l'article 2 de la Constitution de la République française, et encore un ensemble d'autres droits, comme la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à l'égard des femmes, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Il faut savoir que cette convention spécifique, les tribunaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda avaient été les premiers tribunaux internationaux à appliquer ce texte. Et comme vous le savez, le génocide y est défini comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, donc meurtre des membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Il y a également des textes régionaux, internationaux et régionaux, la Convention bien sûr européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec son article 21.1 sur la non-discrimination, et la Convention cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, adoptée le 10 novembre 1994, entrée en vigueur en 1998, ratifiée par 39 États, sauf la France, bien sûr, la Turquie, Andorre et Monaco. Bon, les principautés n'aiment pas les minorités. Donc, dans tous les droits qui sont reconnus, j'en citerai certains qui sont essentiels, la liberté d'expression des identités ethniques, culturelles, linguistiques, religieuses, absence de discrimination, liberté de réunion, d'association, d'expression, de conscience, de religion, utiliser des langues minoritaires dans les contacts avec les autorités, promouvoir l'égalité effective, etc. Alors tous ces textes internationaux doivent assurer normalement une protection effective. Le problème de tous ces textes, c'est qu'ils ont essentiellement un effet déclaratif et que les organes chargés finalement du contrôle de l'ensemble de ces textes, les organes conventionnels mis en place pour assurer finalement que les droits sont protégés de façon effective, eh bien finalement ne peuvent qu'émettre que des avis, des recommandations à l'encontre des États, mais sans effet contraignant. Alors ces différents organes conventionnels, j'en citerai certains, c'est le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l'enfant, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est intéressant tout ça, mais voilà, on s'oppose à cet effet diplomatique, déclaratif, mais avec une absence de contraintes liées aux recommandations que peuvent émettre ces comités. Alors, fort de cela, il y a une surenchère finalement de normes et de procédures au niveau de l'ONU qui ont été mises en place pour cette protection des minorités. Et je vous citerai également le rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, qui a été établi pour chaque année finalement faire un état des lieux de la protection des minorités dans le monde, et il soumet son rapport au Conseil des droits de l'homme
des Nations Unies. Donc son mandat, c'est de promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration sur le droit des personnes appartenant aux minorités, d'examiner les voies et moyens de surmonter les obstacles existants à la réalisation pleine et effective des droits des personnes appartenant aux minorités, et de soumettre ce rapport annuel sur ses activités au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale des Nations Unies, avec des recommandations à la clé pour une meilleure mise en œuvre des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le thème central du rapporteur spécial en 2020, avec un rapport qui a été publié en mars 2021, portait sur les discours de haine des médias sociaux et des minorités. Donc, c'était le thème central. Et c'est intéressant parce que c'est un petit peu dans l'air du temps. Et il a insisté sur justement l'impact des réseaux sociaux sur les droits des minorités. Et il a notamment appelé le conseil de surveillance de Facebook de tenir compte de ces droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques dans ses décisions, notamment en matière de discours de haine. Et il précise, je le cite, « Les minorités sont la cible la plus probable des discours de haine en ligne et nous savons que les discours de haine en ligne contre les minorités entraînent souvent de graves préjudices dans le monde réel et peuvent même conduire à un nettoyage ethnique et à un génocide. » Il pointe de façon claire le fait que l'Holocauste n'a pas commencé avec les chambres à gaz, mais avec des discours de haine contre une minorité. Et je vous rappellerai également, et François est là aussi pour en témoigner, le rôle de la radio des Mille Collines au Rwanda, qui avait largement contribué à diffuser des messages de haine visant la communauté Tutsi et qui a contribué au génocide perpétré en avril 1994, en réduisant par exemple aussi les minorités à des animaux ou des insectes. Alors pour le cas des Tutsis, eh bien, on les appelait les cafards, les Inyenzi, pour les identifier. Alors le rapporteur spécial rappelle que les discours de haine en ligne, c'est un des grands défis actuels à la dignité et à la vie humaine. Alors il propose, face à cette préoccupation, face aux médias sociaux qui sont devenus des plateformes de diffusion et de haine, et bien de lutter contre ce fléau croissant de discours de haine en appelant la communauté internationale encore à adopter un traité pour lutter contre ce fléau, considérant que ce langage déshumanisant, allant jusqu'à réduire les minorités à des parasites, normalise la violence à leur encontre et rend acceptable leur persécution et leur élimination éventuelle. Alors, à titre d'exemple des minorités visées dans son rapport cette année, il cite notamment les personnes de descendance africaine, les communautés asiatiques, les Dalits, c'est la caste en Inde précédemment appelée les intouchables, les Rohingyas, les Roms et les minorités religieuses telles que les Bayas, musulmans, juifs et chrétiens. Alors, il considère que les États doivent agir rapidement et efficacement pour traiter et contrer les discours de haine en ligne contre les minorités, notamment en menant rapidement et efficacement des enquêtes contre les responsables, en les obligeant à rendre des comptes et en veillant à ce que les victimes aient un accès effectif à la justice et à des voies de recours. Alors, il est intéressant de noter à cet égard que très récemment, le 6 décembre 2021, une plainte collective a été déposée aux États-Unis par des réfugiés Rohingyas en Californie contre Facebook, justement, accusés d'avoir laissé, via ses algorithmes, se propager sur cette plateforme des messages de haine à leur encontre, avec des conséquences destructrices dans le monde réel. Donc cette procédure est en cours, mais il sera intéressant de voir quel en est le résultat. Un autre exemple qui est parlant, alors ça va au-delà des yézidis, c'est vrai que c'est aujourd'hui notre centre d'intérêt, j'en reparlerai plus en profondeur cet après-midi, mais le rapporteur spécial a également visé et pointé du doigt les États-Unis, parce que c'est important, il n'y a pas que les pays du Moyen-Orient, il y a aussi des pays qui sont développés au sens démocratique du terme, les États-Unis qui sont pointés du doigt, et le rapporteur spécial s'est intéressé au sort des minorités dans ce pays en visant le fait que les États-Unis doivent remanier leur cadre législatif au niveau national pour garantir
les droits de leurs minorités, les lacunes normatives contribuant à la hausse des inégalités, des discriminations et même d'exclusion des minorités, victimes également de discours de haine et de crimes motivés par la haine. Alors l'ensemble de ces, j'en finirai par là, l'ensemble de ces textes et organes forment donc les fondations de la reconnaissance et de la protection des droits des minorités, mais elles peuvent voilà, et ces minorités peuvent s'en prévaloir devant les comités et les organes conventionnels chargés de mettre en œuvre ces droits, la protection de ces droits. Et comme je vous le disais, le problème, c'est que voilà, les avis qui sont émis, les recommandations qui sont adoptées par ces organes auprès des États concernés n'ont aucun effet contraignant et les États peuvent adhérer ou non à ces procédures. Donc au niveau du droit, voilà, il y a tout un arsenal qui est chargé d'assurer une protection effective de ces droits, mais concrètement, voilà, qu'est-ce qu'il en résulte? Au niveau préventif, y a-t-il une efficacité? Eh bien, la réalité et le quotidien nous démontrent que non, puisque la prévention ne marche pas et il faut en général attendre qu'un génocide soit perpétré, que des crimes contre l'humanité soient perpétrés pour que finalement la communauté internationale réagisse en mettant en place des instruments chargés de poursuivre et de juger les personnes responsables de ces crimes odieux. Et c'est souvent, c'est vrai, le Conseil de sécurité qui réagit sous le couvert du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur le maintien de la paix. Alors, je vais vous tenir en haleine, mais tout ce qui concerne les procédures actuelles en cours au plan national et international sera évoqué cet après-midi. Donc, vous êtes obligés de revenir cet après-midi pour m'écouter et pour en savoir plus sur les actions actuelles, voilà, sur voilà, les minorités yézidis et autres au plan international. Quelle belle conclusion. Donc, on va faire une pause. Je ne sais pas si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions à poser à nos deux intervenants. Pas de questions. Donc, on fait une pause. On revient. Oui, sur la première ou la deuxième table. Oui. Jusqu'à 14h, on reprend à 14h. C'est bien ça? Oui, on peut le faire. Merci beaucoup. Donc, on fait une pause et on revient à 14h. J'ai oublié tout à l'heure de remercier l'association du master droit privé et droit de la famille. Tous les étudiants de ce master nous ont prêté main forte pour cette organisation et je dois les remercier ici parce que vraiment sans eux, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Merci infiniment à vous. Merci Sarah, merci à toute l'équipe. Merci au professeur qui vous a libéré et j'espère que nous continuerons à travailler ensemble et je vous attends bien sûr cet après-midi et compte encore sur vous. Merci beaucoup.